Initialement, je n'ai pas déjà prévu faire un panorama exhaustif de la jurisprudence. Donc, j'ai opté pour une approche du sujet qui soit la plus pratique, la plus concrète possible. Avec ma collègue juriste, on a réfléchi quels sont les sujets, quelles sont les questions que les parents nous posent le plus souvent et auxquelles la Cour européenne de droits de l'homme a déjà répondu. Et j'ai construit mon intervention à partir de ces questions-là. Comme l'a déjà dit M. Fulcheron, la règle principale, c'est la Convention de La Haye de 1980, qui pose le principe de retour immédiat de l'enfant dans l'état de sa résidence habituelle. Évidemment, en pratique, l'interprétation donnée à la Convention par les juges nationaux n'est pas toujours homogène. Et pour justement assurer l'efficacité de la Convention, la CEDH et la Cour de justice de l'Union européenne sont intervenues pour, à ce fin. Dans un premier temps, je vais parler de la jurisprudence qui est relative au principe de retour immédiat. Et dans un deuxième temps, je vais parler de la jurisprudence liée aux exceptions de retour. Donc, la première question, que les parents nous posent, dans quelle mesure un déplacement peut-il être considéré comme illicite? Comme M. Boachet et M. Fulcheron ont déjà dit, c'est le droit de garde que le parent doit exercer au moment de déplacement. Donc, notamment, la Cour a répondu à cette question dans l'affaire Guichard contre la France. Donc, vous voyez sur le tableau. Et petite précision que même si le droit de garde est accordé postérieurement au déplacement, donc pour la CEDH, le déplacement ne devient pas illicite rétroactivement. Donc la deuxième question qui nous est posée, je dirais dans la majorité des cas, les parents dont les enfants ont été déplacés illicitement nous demandent pourquoi les procédures sont si longues. Donc, comme le professeur Fulcheron a dit, les États ont des obligations positives. Donc, pour assurer l'efficacité de la Convention, eux, ils doivent procéder aux recherches de l'enfant. Donc, ils doivent mettre en place des procédures d'urgence devant le juge de retour et également veiller à l'exécution effective des décisions de retour. Donc, par rapport à ces points, donc, concernant l'obligation des enfants, des États de localiser l'enfant, pardon, il y a une petite faute. Donc, oui, c'est le premier arrêt Hromadka et Hromadkova contre la Russie. La Russie a été condamnée pour le fait de ne pas localiser l'enfant. Dans l'autre affaire, le Portugal a été condamné pour le fait de retrouver l'enfant, mais au bout d'un an et demi. Donc, juste une petite question, je me suis perdue. Si l'État ne respecte pas cette obligation positive de localiser l'enfant, donc le parent victime d'enlèvement peut saisir la Cour européenne de droits de l'homme. La deuxième question, c'est la lenteur des procédures devant le juge de retour. Donc, la Convention de La Haye, dans son article 11, pose le principe que les États ont l'obligation à statuer en urgence, et cela dans un délai de 6 semaines à partir de leur saisine. Donc, ce délai est repris par le règlement Bruxelles 2 bis. Donc, la CEDH n'hésite pas à condamner des États qui ne respectent pas ces délais, donc qui mettent en place des procédures déraisonnablement longues. Mais pour autant, la CEDH a précisé que ce délai de 6 semaines ne doit pas être interprété de manière trop stricte. Donc, vous pouvez voir les arrêts Prostira, Eftimiu et Ribeiro Fernandes contre le Portugal, où la Cour a jugé que le délai est considéré comme excessif dès lors que la procédure a duré 1 an et 6 mois pour les 3 délais de juridiction. Donc, on connaît les délais en France.
Dans l'arrêt Kaji contre la Pologne, donc la Pologne a été condamnée au motif que la procédure nationale avait duré 1 an et qu'aucune explication n'avait été donnée pour justifier ce délai. Donc, je passe à côté des autres arrêts faute du temps. Donc, je passe aux lenteurs dans l'exécution des décisions de retour. Donc, la Cour exige de la part des États une exécution rapide une fois les décisions de retour est prononcée. Donc, et c'est la 3e obligation qui pèse sur les États. C'est ainsi dans l'affaire Sylvester contre l'Autriche. L'Autriche a été condamnée au motif que les autorités nationales n'ont pas pris les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de retour et que la carence de l'État à prendre toutes les mesures raisonnablement attendues avait finalement rendu le retour impossible. Dans certains arrêts, la Cour utilise comme fondement non pas l'article 8, mais également l'article 6 de la Convention. C'est le cas notamment de l'arrêt Blaga contre la Roumanie. Dans l'affaire Ignacolo Zinit contre la Roumanie, la Cour a sanctionné la Roumanie pour l'inexécution par les autorités roumaines d'une décision judiciaire ordonnant la restitution de l'enfant par le père roumain à la mère française. Donc sur le même sujet, vous pouvez voir l'arrêt Osman contre la Turquie notamment. Donc, nous avons vu très brièvement, donc c'était demandé, la position de la Cour concernant le principe de retour immédiat. Et vu que dans toutes les procédures concernant l'enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer, même s'il y a d'autres intérêts en jeu, les intérêts de 2 parents, qui ne coïncident pas toujours, l'intérêt de l'État également. Mais la Cour précise que dans toutes les problématiques liées au déplacement, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Et ce n'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner le retour. Il y a des cas quand ce retour peut être manifestement contraire à son intérêt. Donc la Convention, elle prévoit plusieurs exceptions au principe de retour dans ses articles 12, 13 et 20. Je vais brièvement parler seulement de 2 exceptions. Donc, le non-retour motivé par l'existence d'un risque grave et de non-retour en vue de la volonté de l'enfant qu'il a exprimée devant le juge lors de son audition de ne pas revenir dans l'état de sa résidence habituelle. Donc, la Cour a précisé que les exceptions doivent être interprétées d'une manière restrictive, d'une manière stricte pour ne pas vider la Convention de La Haye de son but. Et concernant le non-retour motivé par l'existence d'un risque grave, dans l'arrêt X contre Lettonie, donc la Cour a clarifié sa jurisprudence antérieure et réduit considérablement le pouvoir d'appréciation du juge de l'état de refuge sur l'opportunité du retour de l'enfant. C'est ainsi que la Cour a précisé dans cet arrêt que la notion de la situation intolérable ne serait établie comme incluant l'intégralité des désagréments nécessairement liés à la situation vécue en cas de retour. L'exception prévue par l'article 13b vise uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu'un enfant peut raisonnablement supporter. Donc, la Cour fait peser une obligation sur les autorités internes. Donc, il fait peser une obligation procédurale particulière dans tous les examens quand le parent invoque ce risque grave. La Cour a l'obligation de rendre une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l'espèce. Donc, je ne veux pas développer la jurisprudence,
mais notamment dans les arrêts GS contre la Géorgie, KJ contre la Pologne, les États étaient condamnés pour ne pas justement tenir compte au motif, aux risques graves invoqués par les parents, et ces risques étaient étayés par des certificats médicaux auxquels les juges n'ont pas tenu compte. Je voudrais également préciser que dans l'arrêt KJ contre la Pologne, rendu en 2016, la Cour a expressément précisé que dans toutes les décisions, dans toutes les motivations, quand on évoque un risque grave, c'est un risque grave pour l'enfant qui doit être pris en compte et non un risque pour l'un de ses parents. Donc, je termine. Encore une question que les parents nous posent très souvent. Le juge a-t-il une obligation d'auditionner l'enfant? Donc la Cour a eu l'occasion à se prononcer à ce sujet à plusieurs reprises. Donc, pourquoi on parle de l'obligation d'auditionner l'enfant? Donc, ce droit a été donné à l'enfant par notamment l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, la Convention précise dans son article 13 que l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant s'il constate que celle-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se relève approprié de tenir compte de cette opinion. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas fait un droit de veto absolu de cette possibilité d'écouter l'enfant et de tenir compte de son opinion. La Cour a largement réduit donc, cette possibilité. Donc, cette possibilité d'auditionner l'enfant, il n'est pas absolu, ni obligatoire, ni automatique. C'est ainsi que dans l'affaire Eskenazi et Çoluş contre la Turquie, comme dans l'affaire de la petite Charlotte, donc Mamousso et Washington contre la France, la Cour n'a pas retenu la violation de l'article 8 en l'absence de l'audition des enfants âgés de 4 ans. Donc, selon la Cour, en tout état de cause, au égard à l'âge de l'enfant, son audition pouvait apparaître en l'espèce comme non décisive. Donc, à ce titre, l'on peut lire également les arrêts Sand contre Allemagne et Sommerfeld contre Allemagne. Concernant la prise en compte de la volonté de l'enfant, la Cour européenne a d'abord admis dans l'affaire Sofia Gudran-Hansen contre la Turquie que l'avis de l'enfant enlevé ne peut être pris en compte que s'il est exprimé dans un contexte serein, excluant l'appréciation du parent auteur de l'enlèvement. Dans l'autre affaire, Roe contre la France, la Cour a précisé que dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye et du règlement Bruxelles II bis, si le point de vue de l'enfant doit être pris en compte, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour. Et enfin, dans l'arrêt Blaga contre la Roumanie, la Cour a estimé qu'il est évident que les juridictions internes sont appelées à prendre en compte d'autres aspects concernant les enfants avant de prendre une décision de non-retour. Et cette position va dans le même sens que la position de la Cour de justice de l'Union européenne, qui serait intéressant de voir lors de notre suivant colloque également. Et donc pour conclure, juste dire que la Cour européenne accorde un quelque sorte faible poids à l'opposition de retour provenant des enfants en bas âge. Et cela peut être expliqué par le fait que souvent ces enfants sont instrumentalisés par les parents auteurs des enlèvements. Merci.